Véronique et François sont amoureux des vieilles pierres. Leur passion est de retaper des demeures anciennes. En 2009, ils achètent ce château de conte de fées pour lui redonner tout son lustre. Elle est historienne, il est agriculteur. Avec cette acquisition, ils réalisent un rêve. Rien ne les prédisposait à être confrontés à des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'avais appris, c'est toute une famille qui semblait avoir été bouleversée pour toujours. Il fallait que je les rencontre. Nous, on a acheté en mars 2009 et en fait, très rapidement après la signature de l'acte, on a eu des sensations d'être sans arrêt épié. Alors ça, c'est très subjectif, donc sur le coup, on s'en est pas vraiment parlé. Et après, les choses se sont accélérées, sensations tactiles, voix dans les escaliers en pierre. Je suis prisonnière. En fait, j'étais assise devant la cheminée ici et le rideau du couloir de la cuisine a bougé. Il y a eu comme un courant d'air et il y a une femme qui m'est apparue. Et puis, j'ai été complètement paralysée par la peur. Hein. Au départ, quand j'ai vu cette femme devant la cheminée, je ne savais pas qui c'était et donc je l'ai décrite après à mes parents. Et elle avait une coupe année quoi d'ailleurs? Année 20. Année 20, ouais, voilà. Et Et une robe aussi, une robe de fête. Hein. Je t'avais décrit un petit peu cette couleur rouge, un peu perlée, enfin une robe de soirée en fait. Et on a, en faisant des recherches, récupéré des photos et j'ai reconnu sur une photo le visage de cette femme dans une voiture. Cette femme passait tous ses étés à Fougeray. Elle était une amie de la famille Robin, propriétaire du château dans les années 20. Une famille de grands bourgeois qui coulaient ici des jours heureux entre fêtes mondaines et pique-niques champêtres. Le couple avait une fille, Alice. En 1924, elle vient de se marier avec le vicomte de France. Ses parents sont fiers de cette union avec un aristocrate. Elle est enceinte. Rien ne semble ternir ce bonheur tout neuf. Partout dans la maison, ces photos attiraient mon regard. J'ai eu le sentiment qu'elles jouaient un rôle important dans ce qui se passait ici. Qu'elle en était peut-être la clé. Sans savoir vraiment pourquoi, j'ai voulu aller voir sa tombe au cimetière du village. En arrivant devant la pierre tombale, stupéfaction. J'ai compris tout à coup pourquoi toutes les photos ne représentaient qu'une très jeune femme. Alice était morte le 13 novembre 1924, à 22 ans. Que s'était-il passé? Quelle malédiction avait pu briser son bonheur qui semblait sans nuage? De retour au château, j'ai voulu que Véronique me montre sa chambre et me raconte la suite de l'histoire d'Alice. Alors là, nous sommes dans la chambre d'Alice. Donc Alice, c'est une jeune fille qui est décédée en 1924 d'une double infection, puisqu'elle avait une infection rénale et elle avait une tuberculose. Elle était mise en quarantaine en plus un petit peu ici. Dans cette chambre, très vite, je me suis senti mal à l'aise, j'avais des frissons. C'est vrai, je ressentais une présence et je n'étais pas le premier. Ma fille, en fait, qui m'a beaucoup aidée et qui est restée dormir là, elle se sentait souvent la nuit touchée à l'épaule, comme quelqu'un qui veut la réveiller, qui la secoue doucement, ou quelqu'un qui s'assoit à ses pieds. Et il s'avère un jour qu'elle a travaillé avec moi ici. Le soir, elle avait 42 fièvres et quand je l'ai amenée aux urgences, on m'a dit qu'elle avait cette même maladie qui a emporté Alice. Alors évidemment, aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, il n'y a pas eu de souci, mais moi, j'ai très mal pris. Et en fait, c'est arrivé à beaucoup d'autres personnes après, des jeunes filles de cette tranche d'âge, en fait, d'avoir cette maladie quand elles restaient dormir ici. Donc maintenant, je laisse plus personne dormir ici entre 20 et 28 ans, je dirais. Alors je sais que ça peut paraître totalement incroyable qu'une entité transmette une maladie, puisque d'un point de vue scientifique, c'est une pure aberration. Une jeune femme qui transmettrait sa maladie à travers la mort? Difficile à croire. Pourtant, la coïncidence était troublante. Sincèrement, je dirais que les choses nous ont totalement échappé. On s'est retrouvés forcés de s'intéresser à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant la signature. Enfin, vous imaginez pas tomber dans des trucs comme ça quand vous achetez une maison, quoi.
Il y avait quelqu'un que je n'avais pas encore entendu à Fougeray. C'était François. Le mari de Véronique aurait vécu des choses qui ont bouleversé sa vie. Cet homme solide, terrien, semblait pourtant peu impressionnable. J'étais en train de travailler avec ma tronçonneuse, et puis la fatigue du boulot, tout ça, mais j'étais dans ce que je faisais, et c'est là que j'ai eu les tapes sur l'épaule. C'est une sensation qui est comme réelle, comme si c'était un être vivant qui vous tape sur l'épaule. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne, donc il y avait un problème. J'ai pas eu l'impression que c'était malveillant. Et je suis incapable de vous dire pourquoi, mais j'ai éprouvé le besoin de me justifier sur le fait que je coupais les arbres. J'étais là avec ma tronçonneuse et j'ai parlé presque à voix haute, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Il a fallu que je lui explique que les arbres étaient morts et c'est pour ça que je les coupais. Sincèrement, ça m'a vraiment bouleversé dans le sens spirituel réel du terme. C'est-à-dire, là, je ne parle pas de religion ou je ne sais quoi. Je parle vraiment d'une notion de vie, de mort, peut-être de vie après la mort. Moi, je ne suis pas habitué à tout ça. Je suis quelqu'un de terre à terre, je suis agriculteur. Vraiment, c'est ça, je ne comprends pas. En fait, j'attends des réponses. J'étais très touché par son témoignage. Je sentais sa sincérité et le questionnement qui rongeait sa vie, confinant à l'obsession. J'ai vendu une partie de mon patrimoine pour subvenir aux besoins financiers du château, mais pour connaître la suite. Je veux connaître la suite. François et Véronique ont donc décidé de tout mettre en œuvre pour savoir si le château était vraiment hanté, pour connaître la vérité sur ce qui s'y passait. Au début, c'est vrai qu'on a appelé des médiums pour comprendre. Après, il y a beaucoup de médiums qui tapaient à la porte. Alors, il a fallu qu'on fasse un tri considérable, parce qu'on a quand même beaucoup d'escrocs aussi dans ce milieu, malheureusement. Moi, maintenant, je me cantonne à quelques-uns. Je sais que c'est des gens tout à fait fiables. Et quand vraiment je me pose beaucoup de questions, ils viennent et ils font ce que moi j'appelle des prises de contact. Et ils arrivent comme ça à avoir des communications en clairaudience. J'avais entendu parler de ces communications en clairaudience, ces séances où des médiums discuteraient directement avec les esprits. Mais je n'y avais jamais assisté. Je demandais donc à Véronique d'organiser une rencontre avec l'une d'entre eux. Nadège dit communiquer régulièrement avec l'esprit d'un homme, Félix, qui aurait vécu au château il y a environ 2 siècles, bien avant la famille d'Alice donc. J'espérais obtenir quelques réponses, mieux encore, recueillir peut-être des preuves. Dans cette pièce, en fait, il y a eu beaucoup de souffrance. Lui, Félix, a eu une vie pas facile. Il dit, j'arrive à en parler maintenant. C'est une discussion toujours entre leur monde et le nôtre. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand ils ont envie de dire quelque chose, quelle que soit l'heure, ça peut être en pleine nuit, ils viendront et ils vous le feront entendre. Alors, il y a des fois, j'ai des messages pour Véronique, peut être en pleine nuit, et moi, il faut que je note parce que j'oublie tout. Je ne sais pas si Nadège a vraiment le don de communiquer en clairaudience avec les esprits. En tout cas, elle ne put m'en fournir la preuve formelle. Et pourtant, les preuves, c'est précisément ce que j'étais venu chercher ici, à Fougeray. Il fallait donc que j'aille plus loin. Véronique m'avait parlé de photos, d'enregistrements. Avait-elle réellement pu saisir des traces de ces phénomènes inexpliqués? La première photo était troublante. En haut, à droite, je distinguais derrière cette fenêtre une forme étrange. L'autre photo était plus parlante encore. Au premier regard, un simple nuage de fumée. Mais en observant mieux, je découvris le profil d'une femme. Et ce qui me troubla le plus, ce furent les enregistrements de voix venues d'ailleurs, saisis avec un dictaphone par Véronique. Sur celui-ci, une voix d'homme, mais je ne parvins pas à comprendre ce qu'il disait. Sur l'autre, j'entendis distinctement « T'es qui ?» prononcé par une voix qui, Véronique me l'affirma, n'appartenait à aucune des personnes présentes. T'es qui? Avec un appareil, une photo normale. T'es qui? Avec un appareil, une photo normale. Je vous assure que des fois, quand j'en ai marre, mon échappatoire, c'est de me dire que finalement, tout ça, c'est peut-être
une espèce d'hystérie collective, j'en sais rien, et que il n'y a vraiment rien après la mort, et que quelque part ça nous rassurerait qu'il y ait quelque chose finalement, et que c'est de la surinterprétation. Moi aussi des fois je me dis ça, je me dis mais on est tous fous peut-être, je sais pas, c'est assez... Je pense pas que je sois folle et j'ai arrêté de me poser la question honnêtement parce que c'est vrai qu'au début on a tous cru un petit peu qu'on hallucinait, on s'est posé vraiment des questions sur nous-mêmes, mais moi oui j'y crois honnêtement. Tout cela était pour le moins étonnant.